voilà, je partage mon écran. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On démarrera dans quelques minutes. On va laisser tout le monde rentrer. On vous a proposé un petit sondage pour patienter, savoir si vous avez déjà vu ou touché un plan tactile. Donc ça, c'est la question auquel je sais répondre, Martin, par exemple. Elle n'est pas trop compliquée pour moi. Est-ce qu'on a des stats? Oh là là, 82%. Wow. 83%, mais attention. Allez, à 100%, on fait pas le webinaire et on vous parle de... À 100%, on change le sujet du webinaire, À Martin. 100%, on vous parle de maquette. Non. De cuisine. Bah déjà, c'est une super indication quand même, parce que 79% des gens ont déjà vu ou touché un plan tactile, donc c'est super, on va avoir affaire à une audience qui connaît déjà le sujet. Auquel cas, n'hésitez pas à poser des questions techniques ou fines par rapport à des explications plus générales. Ah, on a des larmes. Que se passe-t-il? Des Pas émotions. de questions techniques ou fines. Pas de questions techniques. C'est ça. C'est un emoji permanent que l'on va vivre pendant ce webinaire. J'ai un N'hésitez peu pas. l'impression d'être un streamer sur Twitch. C'est ça. N'hésitez pas à nous envoyer des cœurs. Bonjour Issa. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Ah, des cœurs, parfait. Ah, Voilà. Moi aussi, je peux vous envoyer des cœurs ou pas? Je sais pas si on ça n'a marche. pas le droit d'envoyer des cœurs. Si, Si, ça on peut marche. envoyer des cœurs. Là, tu vois. Tiens, regarde, allez, bam. 11h03. Ah ouais, non mais là, on a du lourd. Là. Valérie. On a du gif, on a du gif. Bonjour Eric. C'est un chat enflammé. Bonjour tout le monde. Allez, ça rentre. C'est très bien. Bonjour Véronique de Bretagne. Alors, bonjour Guillaume. Oui, il y a un sous-titrage qui est prévu dans l'application directement. Du coup, c'est une option qui est dans l'application. C'est pour ça qu'on a choisi ce dispositif-là. Donc, normalement, ça se fait automatiquement. Peut-être, si c'est pas très clair, un process, Mathieu a expliqué. Oh, Jackie l'a pas lu. Bonjour Jackie. Je suis ravi de voir le sud. Eric, Alexandre, bonjour Eric. On a le bonheur d'avoir la DMA avec nous. Merci. Est-ce que vous avez réussi à trouver Salut Stéphane. des options de sous-titrage qui Bonjour. fonctionnent? Je pense. Alors attends. Bonjour de la Belgique. Eric. C'est international ce webinaire. J'ai vu quelqu'un d'Allemagne tout à l'heure. Mathieu, il y avait la question du sous-titrage. Je ne sais pas si tu peux nous remettre le process d'Alger. Bonjour Islam. Bonjour Jean-Charles. Allez, on va pouvoir démarrer doucement. Il est 11h05. Je vous propose qu'on attaque parce que l'idée pour le plan de vol de ce webinaire, c'est donc déjà tout est enregistré, filmé. Vous recevrez le replay à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses
Vous pouvez vous concentrer entièrement sur le webinaire et vous retiendrez toutes les infos, vous les aurez filmées. On échange en direct avec le chat, donc ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace dédié sur le côté du chat. En fait, on va prévoir de finir à 40, toute la partie plutôt présentation, pour se laisser 20 minutes de questions-réponses. Et on essaiera évidemment de répondre à toutes les questions. Et pour les personnes malentendantes ou sourdes, retranscription automatique disponible. J'espère que vous avez trouvé l'option, et sinon on remettra un petit message dans le chat. On va commencer par se présenter. Certains ne nous connaissent peut-être pas. Je suis Martin Rochon, directeur général d'Okinea. Okinea, ça fait 30 ans qu'on innove dans l'accessibilité, inventeur des feux sonores radiocommandés. C'est mes parents qui ont inventé ce dispositif. On conçoit des solutions qu'on industrialise en France et qu'on déploie partout dans le monde pour faciliter la mobilité des usagers. Et j'ai l'immense joie aujourd'hui d'être accompagné par Philippe Moreau. Philippe, je te laisse te présenter. Et oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis le fondateur de Tactile Studio, donc qui est à la fois une agence et un atelier de fabrication très très spécialisé sur le design inclusif. Et donc on a eu l'occasion cette dernière 15 années déjà de fabriquer beaucoup de plans tactiles, de maquettes, d'objets qui permettent au public déficient visuel et aux autres de s'orienter dans un bâtiment. On a aussi une spécialité sur les expériences dites multisensorielles dans les musées. Donc il est possible que si vous ayez fréquenté les grandes institutions comme le Louvre par exemple, vous avez pu croiser beaucoup d'objets à nous au Louvre, sur la Galerie des Arts de l'Islam ou le pavillon de l'horloge, etc. Donc voilà, on est établissement du patrimoine vivant depuis une dizaine d'années, puisqu'on travaille beaucoup pour tout ce qui est patrimoine. Des ateliers à Nantes, une équipe d'une 40aine de personnes. Tactile Studio, c'est une entreprise du groupe Okinea et on va pouvoir vous parler aujourd'hui de plans tactiles. Mais avant ça, petit point sur les chiffres. On aime bien rappeler que les questions de handicap concernent 1,3 milliard de personnes dans le monde. Et sur ce petit diagramme, on voit la population européenne exposée avec différentes typologies de handicap. Et donc, on se rend compte qu'il y a plus de personnes sourdes, malentendantes ou avec des troubles cognitifs que de population européenne. C'est important de le rappeler pour montrer que 80% des handicaps sont invisibles et que, évidemment, on ne s'adresse pas uniquement aux personnes en fauteuil roulant quand on parle de handicap. Et l'autre chose qui nous paraissait intéressant de vous partager, c'est la chaîne du déplacement. Alors chez Okinea, ça s'appelle Parcours. On lui a donné un petit nom parce qu'on parle de parcours d'usage, parcours d'usager au quotidien. Mais effectivement, c'est 8 étapes de la chaîne du déplacement. Peu importe où on est dans le monde et peu importe par quoi on est concerné, dans tous les cas, c'est des endroits stratégiques sur lesquels il peut y avoir des ruptures de cette chaîne du déplacement. Et notre objectif au quotidien, c'est de tisser un fil d'Ariane qui va permettre de prolonger l'ensemble du parcours et d'accéder à la chaîne du déplacement sans rupture, ou en tout cas en limitant le plus possible les ruptures. Et donc les dispositifs de plan tactile s'inscrivent particulièrement dans ce parcours. Alors Philippe, c'est quoi un plan tactile ? Alors, mais quelle relance, Martin, bravo. Donc, on a essayé de résumer le concept de plan tactile en une phrase qui contient un peu tout. Donc, elle est sur 4 lignes, mais somme toute, elle est relativement simple. Un plan tactile, c'est une représentation qui est simplifiée. Il y a des mots qui sont importants dans cette phrase, notamment simplifié. On y reviendra un peu plus tard. En relief, donc d'un espace, d'un lieu public. Donc, qui est conçu pour être exploré soit visuellement, soit au toucher, et aussi par l'audio, et qui vont permettre aux visiteurs de se créer une image mentale du lieu. En fait. C'est quelque chose dont on a besoin, dont tout le monde a besoin, en fait, pour s'orienter dans un bâtiment, pour être le maximum autonome dans l'environnement. On a besoin de se fabriquer dans notre esprit l'organisation générale du bâtiment. Est-ce qu'il est en L, en carré, en triangle? Est-ce qu'il va s'étaler sur plusieurs étages? Où sont les principaux services? Donc c'est ça, ce qu'on met nous derrière le mot plan tactile, c'est un plan qui est inclusif et qui s'adresse donc au plus grand nombre de personnes.
Très bien, merci. Effectivement, c'est important et pour le coup, là, on se rend compte dès le début que ça va servir à tout le monde de réussir à se faire une cartographie mentale des lieux. Souvent, quand on fait des plans tactiles, on prend conscience de la forme des bâtiments qui n'est pas toujours évidente. Au passage, Martin, tu sais que j'ai appris, et à tous, hein, j'ai appris il y a très peu de temps que le premier plan il date de moins 8000 années. C'est la première représentation spatiale qu'on a pu voir d'un lieu, en l'occurrence qui était en relief, puisque c'était gravé dans la pierre. Donc, c'est assez marrant de voir à quel point c'est une méthode de représentation qui est hyper vieille, de pouvoir représenter un environnement sous forme de plan. Alors, en l'occurrence, là, on ne vous présente pas des plans qui sont gravés dans la pierre. On est quand même un petit peu plus au XXIe siècle. On va utiliser un peu plus de matériaux contemporains. Mais voilà, ce plan tactile, il peut prendre évidemment beaucoup de formes différentes en fonction du sujet. Enfin, on va adapter le sujet à la forme. Ça peut être un plan très simple, hein, un plan d'attache, où on aura simplement un peu de légende et un plan en relief. Et puis des fois, on va devoir parler d'une ville, d'un quartier, sur laquelle on va devoir exprimer un peu plus de relief, des miniatures, des objets un peu plus petits. Et puis pour certains sites qui sont étendus, sur lesquels l'architecture est particulière, là, vous avez une petite image en haut à droite qui montre la fondation Luma, par exemple, qui est un bâtiment de Fonguéry, donc hyper complexe. Enfin, c'est beau à toucher et à voir d'ailleurs. Bah, ça, c'est plus adapté pour des sites qui sont un peu plus étendus, des campus, des choses sur lesquelles on a plusieurs bâtiments, une navigation entre plusieurs bâtiments sur un site. Donc évidemment, il y a plusieurs formes possibles. Ok, c'est On intéressant va le ça. revoir un petit peu plus tard. Le, Ouais, le plan tactile, donc c'est pas forcément un plan 2D avec du relief, mais on peut avoir des objets, de la maquette, peut-être même de la matière ou des choses qui vont nous permettre de mieux comprendre le site, c'est ça? exactement. Bah oui, oui, tu peux souvent, t'as souvent la nécessité de naviguer dans un site, donc à quel point les bâtiments sont grands, comment ils sont articulés les uns à côté des autres, est-ce qu'ils sont éloignés sur le campus, est-ce qu'ils sont plutôt concentrés à un endroit. Ça, c'est aussi fabriquer une image mentale, mais cette fois-ci à une échelle un peu différente que celle de l'intérieur du bâtiment. Alors, après, les plans là sont pas opposés, hein, les uns parfois répondent aux autres. Je peux arriver sur un site et découvrir le site par de la maquette, et puis une fois arrivé dans le bâtiment, avoir plutôt un plan d'accueil qui va expliquer l'environnement immédiat. Les deux se coordonnent, hein, c'est ce que tu Très bien. signalais dans le sujet parcours. Évidemment, ce sont des éléments d'une chaîne de déplacement. Il faut évidemment l'analyser dans son entièreté. Eh ben justement, Ah, pourquoi on met un plan tactile dans un bâtiment? bah, en tout cas, nous, sur les effets immédiats qu'on a pu mesurer, de fait, et de manière vraiment sans conteste, ça augmente incroyablement l'autonomie des visiteurs et la confiance dans le lieu. On sait à l'avance à peu près vers où on doit se situer et comment le bâtiment s'organise. Bon, le deuxième point, c'est évidemment, il y a quand même une loi sur l'égalité des chances qui pèse depuis quelques années. C'est une des moyens de le respecter. Alors, la loi est assez silencieuse hein, sur les plans tactiles en lui-même. C'est pas le cas dans d'autres pays. Hein, tu vois, l'Allemagne, par exemple, un plan tactile est obligatoire à l'entrée des bâtiments. Ici, bah, là, on est plus dans une solution qui est aussi liée à du confort et à l'égalité des chances. Et puis, ça propose une expérience visiteur qui est améliorée pour tous. Ça, nous, on l'a découvert assez récemment, cette année, par des études scientifiques. J'en parlerai un petit peu plus loin également. Mais ces plans relief, en fait, ils sont aussi séduisants, particulièrement plus la maquette est grande et plus on aura d'attention de tous les publics. Et pas seulement, Ça, encore une fois, des visiteurs mal et non pour voyants. parler de l'approche scientifique que vous avez chez Tactile un peu après. Alors comment justement on arrive à réfléchir à cette gamme qui s'appelle 6 points en référence à Louis Braille, qui à 16 ans avec 6 points a réussi à créer un alphabet et à traduire les chiffres et les lettres, pas sur France 2 mais sur des plages Braille. Comment ça se fait et comment t'en arrives à créer une gamme et à reconcaténer l'ensemble des besoins d'un bâtiment à travers du tactile. Eh ben, alors nous, on l'a fait chez nous en 3 temps, et c'était aussi une démarche. On est assez, enfin voilà, on est designer fabricant, hein, donc on aime bien fonctionner avec un peu de théorie et pas mal de pratique et d'essais. Je vais passer quelques minutes à vous décrire un peu les 3 grands temps qu'il y a eu hein, sur cette recherche, parce que tout a démarré sur vraiment
une recherche très conceptuelle. Donc on a accueilli chez nous une thésarde qui était la moitié de son temps à Tactile Studio et la moitié sur l'école doctorale, la 261, cognition. Donc ce qui est important là de comprendre, c'est juste que c'était une recherche qui est en psychologie cognitive. Quelle est la manière dont spontanément tu peux réussir à comprendre des choses? Donc c'est vraiment un champ qui est celui de l'ergonomie, mais sous l'angle de la psychologie. Et donc, dans ce premier temps, c'était à peu près en 2016, on a vraiment essayé de définir quels sont en gros les symboles les plus universels possibles. Puisqu'évidemment, dès que tu parles d'un plan, tu parles de pictogramme, tu parles d'échelle de représentation, tu parles de salle, est-ce qu'on les représente en relief, pas en relief, est-ce qu'on met des murs, est-ce qu'on met pas des murs, comment on cerne le lieu. Et tout ça, c'était un peu le début d'une définition du vocabulaire élémentaire qu'on doit développer dans des plans tactiles. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que nous, on a fait des plans tactiles à l'époque avec EO-guidage, et donc on avait une approche évidemment autour de ça, mais ce que vous avez apporté et ce que toi tu as amené, c'est ce regard scientifique et cette approche de recherche perpétuelle pour réussir à codifier et à bien comprendre, parce que le retour usagé, c'est on a besoin de plans tactiles. L'objet, la fabrication, tout le monde voyait à peu près ce que c'était que de mettre en relief, mais comprendre qu'est-ce qu'il fallait amener, quel type de symbole, quel niveau, quel degré de relief fallait amener pour être satisfaisant, c'est en fait ça la vraie signature de Tactile Studio, parce que globalement, des plans, beaucoup de gens peuvent en faire, les machines en fabriquent, pour autant, ils ne sont pas toujours très performants. Ouais, bah, en effet, on y a passé vraiment beaucoup de temps. Et enfin, nous, on travaille le tactile sur des objets évidemment culturels, parfois, tu vois, des objets qui sont un peu complexes, etc. Mais la nécessité pour nous de travailler sur le plan, c'est comme faire une gamme, enfin, tu vois, sur un sujet qui est le plus élémentaire possible, sur lequel les demandes sont les plus spontanées, d'efficacité, de compréhension immédiate. Donc c'est un exercice en fait qui est vraiment hyper intéressant à mener et à chercher la bonne manière, parce qu'il n'y a pas un sujet qui doit être plus efficace qu'un plan. Tu dois comprendre immédiatement où tu es, comment l'espace s'organise et à quel point voilà, tout doit couler de source. C'est un exercice d'ergonomie super intéressant. Donc, passer ce bagage théorique, études, état de l'art sur lequel on était en effet assez surpris qu'il n'y ait pas plus de normes, enfin en tout cas il y a une abondance de normes, plus qu'une particulièrement tu vois, unifiée d'un point de vue universel, enfin je veux dire au sens monde. Bah, il s'avère que nous, on a développé le studio à Berlin, aujourd'hui il y a 3 personnes là-bas, on avait ouvert une filiale dès 2017, puis on a été pas mal exporté, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, et donc on a commencé à observer en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, d'autres normes internationales qui sont qu'on a trouvé particulièrement intéressantes. Je prends l'exemple là des raised letters. Donc les raised letters, c'est la réponse aux États-Unis et en Angleterre au fait qu'il y a assez peu de braillistes quand même parmi le public non-voyants, statistiquement. Donc, eux ont tendance à doubler l'information à la fois en braille, donc pour les braillistes, pour ceux qui savent le mieux lire le braille, et puis à créer ce qu'on appelle des raised letters, donc des lettres en relief, pour quelques mots-clés. Hein, bien sûr, on ne va pas utiliser... enfin, ça prend une place de dingue, hein, c'est la raison pour laquelle le braille a été inventé. C'est beaucoup plus efficace en termes de compacité que écrire une lettre en relief, c'est beaucoup plus grand, mais ils arrivent à mélanger voilà, une information sur laquelle il y a du braille partout, mais on utilise aussi des textes en relief. Et un des sujets qui nous intéressait le plus là-dedans, c'est qu'on a une frontière là qui est assez intéressante entre la mal et la non-voyance, puisque le malvoyant, quelqu'un qui est en train de perdre la vue, ou comme moi, qui commence à ne plus très bien voir, dans un univers qui n'est pas hyper bien éclairé, etc., bah, je peux avoir la confirmation au doigt de ce que je suis en train de lire. Donc il y avait tu vois, des bénéfices induits qui semblaient sympas. Et donc, voilà, on a une période de temps qui a été de concaténer un peu le meilleur de toutes ces normes internationales, parfois extrêmement contraignantes comme en Allemagne, ou des fois un peu plus légères comme aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Ça, c'est un peu notre petit apport
sur ces plans tactiles au fait qu'on est plus confronté à ce qui se passe ailleurs. Là encore, je trouve que c'est un regard intéressant. On parle beaucoup de conception universelle et le fait d'être dans de la conception universelle avec un regard monde, parce que Tactile Studio est international et toi, c'est ta volonté depuis le début qu'il n'y ait pas de frontières. Et on se dit souvent que notre terrain de jeu, c'est le monde. Bah, pour le coup, chez vous, c'est vrai. Tu me disais avant le début du webinaire que c'était plus de 500 plans tactiles à travers le monde que vous aviez conçus. Donc, pour le coup, on a une approche à la fois normative et à la fois réel terrain des différentes expériences. Et très souvent, on essaie d'expliquer que peu importe l'endroit où tu le places, le besoin usager, il est identique. D'être allé chercher ça et de le retransformer pour se créer un peu sa norme de conception, sa norme d'usage, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un travail assez faramineux quand on est entreprise de faire ça. Ça demande un vrai effort et en même temps, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Généralement, quand on voit un bon plan, on se dit, on a tout de suite, en fait, quand on voit un bon plan, on se pose pas la question c'est exactement ça. etc. Donc, ça fait vraiment toute la différence, c'est que c'est toute cette kyrielle d'informations, de normes et tout ça qui fait que tu arrives avec quelque chose de cohérent. Et alors, le dernier point, C'est justement celui-là, Martin. En fait, on a passé énormément de temps à faire des tests avec les usagers. Donc, j'en ai compté une soixantaine, mais c'est certainement plus élevé par le fait de l'expérience, des 15 années d'existence de Tactile et aussi des observations in situ. Et c'est celles-là qui nous ont d'ailleurs le plus, on va dire, étonnés. Parce que dans une salle blanche, qu'on teste, les panels sont toutes restreints, on peut avoir des commentaires qui peuvent être très personnels, etc. Mais dès le moment où tu vas sur site, il y a un plan tactile à un endroit et tu observes donc ce qu'on appelle en shadowing, c'est-à-dire en gros, très concrètement, on se cache un peu derrière et le public voit pas qu'il est en train d'être observé. Et là, on peut noter, tiens, c'est touché, tiens, combien de temps ils y passent, ils en discutent entre eux, et on peut noter toutes les interactions qu'ils peuvent avoir sur un plan tactile. Et là, ça nous aide vraiment du coup à comprendre ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, on n'a pas du tout, nous, on est très très pragmatique. On n'est pas en train de dessiner des choses sur lesquelles, peu importe le résultat, là, on a besoin de ce retour terrain. C'est la meilleure manière de faire progresser l'objet et la manière de les réaliser. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pu conclure de ça, par exemple, de ces observations, c'est que déjà, dès qu'un plan est un peu en relief, dès qu'il y a un peu des objets, alors c'est 40% d'attention en plus. Donc ton public, il va passer un peu plus de temps sur un plan en relief que sur un plan pas en relief. Et si tu passes en mode maquette, eh bien dans ce cas-là, on est quasiment au double du temps. C'est-à-dire que les gens vont vraiment s'y intéresser et en fait, on aura un meilleur taux de mémorisation, on aura une meilleure observation. Martin, si tu m'enlèves. Et puis, en fait, une dernière idée, c'est la notion de bruit tactile, c'est-à-dire d'avoir des plans qui sont très, très. La tendance naturelle d'un client est de vouloir dire énormément de choses dans un plan, et plus on en dit, plus on le rend un peu compliqué, et plus on le rend laborieux à explorer, plus on le rend difficile à lire en un coup d'œil ou en peu de temps passé en exploration avec ses doigts. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on fait aujourd'hui très très attention, ne pas avoir 45 textures à l'intérieur. Il faut rester relativement simple et styliser le plan. Ok, super. Donc le bruit tactile, moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Donc en gros, un bon plan tactile, c'est quelque chose qui est codifié et qui n'a pas trop d'éléments. Du coup, on va rentrer dans la gamme. On a une vue éclatée pour l'instant du produit, donc je vais me permettre de l'audio décrire, de le décrire tout court. En gros, la gamme, et là ce qui est présenté, c'est un mobilier avec des pieds qui sont latéraux, ce qui va permettre à une personne en fauteuil roulant de passer en dessous. On a une structure du mobilier qui va permettre de venir se glisser, un plan qui va être incliné, une balise sonore, parce que pour nous, et là c'est la petite touche Okinea qui sera reconnue, il faut qu'un outil qui s'adresse aux personnes déficientes visuelles soit repérable par une télécommande normalisée. Donc il y a une balise sonore systématiquement dans nos plans tactiles, ce qui en fait un plan multisensoriel, c'est-à-dire qu'on va avoir
dessus le plan tactile avec le relief, le braille, des éléments de maquette, enfin l'ensemble des éléments dont Philippe a parlé, et évidemment deux boutons poussoirs qui vont permettre d'avoir une information audio autour de la légende, une explication de la légende, et puis une audio description de la partie plan qui va permettre de rajouter et de venir augmenter la réalité d'information à travers le son pour ne pas se baser uniquement sur le relief. L'ergonomie, c'est quelque chose qui est important. Vous avez aussi beaucoup réfléchi autour de la gamme. Philippe, tu peux peut-être nous en dire Oui, alors l'ergonomie sur les hauteurs et les inclinaisons, dont je vois en plus des questions là dans le chat là-dessus, sont des domaines sur lesquels, déjà, là pour le coup, la loi s'exprime beaucoup plus, qu'il y a des hauteurs moyennes de préhension. Donc, ce que nous on a pris, c'est toutes les normes, à quelle hauteur je peux appréhender par exemple un bouton d'ascenseur, à quelle hauteur je peux toucher quand je suis PMR, etc. Et on a réussi à définir une zone sur laquelle c'est une zone de préhension commune, qui est identique, enfin qui est commune aux 99% du public. Personnes en fauteuil, on pense aussi aux enfants bien sûr, adultes, ne pas avoir le dos trop cassé sur un plan tactile. Enfin voilà, c'était trouver le meilleur dénominateur commun sur l'inclinaison et les hauteurs. Ce qui donne en gros, je crois que quelqu'un me posait une question sur réellement la hauteur, on démarre à 85 et on finit à 110 cm avec un angle compris à 20 degrés. Un peu moins quand il s'agit d'une maquette pour des raisons d'évacuation, de toucher d'objets plus forts tactilement. Bon bref, je vous passe les détails techniques. Mais oui, en effet, il y a... Ça, c'est important. C'est évidemment respecter le cadre réglementaire, parce qu'on s'intègre dans des établissements recevant du public dans la majorité des cas, ou recevant des travailleurs, mais c'est en gros comment on allie à chaque fois le confort d'usage, et là on voit bien qu'il y a une vraie réflexion autour de ça. La réglementation, même si parfois ça peut être enfermant, on essaie de bien maîtriser ça pour que ce soit le plus intégré possible, et évidemment la pertinence de l'objet, c'est-à-dire permettre de venir guider, orienter le plus de monde possible. Et ce qui est intéressant quand on rajoute le son au tactile, c'est que on dit souvent en normalisation qu'il faut doubler l'information visuelle par une information sonore ou tactile. Là, en l'occurrence, ça nous permet d'avoir du visuel, du tactile et du sonore, et donc d'oublier le moins de monde possible au bord de route. Et comment ça se je vais même compléter, Martin, parce que l'objet tactile, enfin là pour le coup, ça a été beaucoup exploré par un chercheur notamment qui s'appelle Edouard Gentas, qui est suisse. L'objet tactile pur est assez compliqué, bien sûr, à comprendre, et on a un taux d'échec qui est quand même relativement fort, tant qu'on n'ajoute pas d'audio. Et en fait, le fruit de ces recherches, c'est associé à de l'audio et l'explication d'un contexte. Là, tu passes d'une compréhension moyenne de 40% à 90%. Donc, c'est vraiment, en fait, aussi, par souci, encore une fois, d'efficacité des plans, on va ajouter cette couche audio. Super, merci Philippe. Comment ça se déploie un plan tactile? Parce que, en gros, moi, je suis un établissement, je me dis, tiens, j'aimerais bien mettre un plan tactile, mais est-ce que ça vit seul? C'est quoi les critères pour toi de déploiement d'un plan tactile? En effet, ça s'analyse donc globalement, comme tu l'expliquais en mode parcours. C'est à quel moment j'ai besoin de cette information-là. Évidemment, on pense tous à l'accueil, mais les tailles de bâtiments ne permettent pas forcément d'avoir un plan à l'accueil. Donc des fois, ça peut être simplement, si tu as une médiation humaine à l'accueil, c'est en sortie d'ascenseur qu'il est peut-être nécessaire de réorienter les personnes. Donc l'essentiel, c'est d'être à un emplacement stratégique. On est peut-être à l'entrée d'un grand site, à l'entrée d'un grand campus, pas très loin de l'accueil, etc. Le deuxième truc, ça semble vraiment une évidence, mais néanmoins, j'ai encore des demandes aujourd'hui de gens qui me demandent d'orienter un plan d'eau aux visiteurs. Un plan ne peut être situé que dans le sens de lecture d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelle allocentrique, c'est-à-dire je suis dans l'espace, voilà, je suis face au bâtiment, le plan doit être orienté exactement de la même manière. Ce n'est pas le nord qui prime, ce n'est pas la praticité d'avoir un plan dans un petit recoin ou je sais pas quoi. Toutes les mille et une choses qui nous font oublier ça, mais si on demande à un visiteur de faire un demi-tour
après avoir lu un plan et de tout re-schématiser dans sa tête, en fait, on perd les trois quarts des gens à ce moment-là. Donc, Est-ce voilà, c'est basique, mais néanmoins très, très nécessaire. est-ce que ça peut se mettre à l'extérieur, un plan tactile, ou c'est forcément à l'intérieur? Alors, évidemment, nous, on a pensé en gamme. Tous les objets qui sont présents dans la gamme peuvent être présents soit en intérieur, soit en extérieur. Les matériaux qui le composent sont tous imputrescibles, sont tous lavables facilement. Les mobiliers enfin, il y a un traitement peinture qui permet de les poser à l'extérieur. Donc, voilà, on s'est dit, on sait jamais dans quelles conditions, dans quel contexte on va les exprimer. Parfois, on va avoir besoin d'un petit plan à l'extérieur d'un bâtiment ou dans un jardin, et ça, en fait, fait partie voilà, de la possibilité de base. On n'aura pas d'amélioration à faire, enfin, pas de Je me changement permets de d'option. faire Ça fonctionne en timekeeper. intérieur et en extérieur. Oui, vas-y, Marc. Je me permets, parce que sinon, on n'aura pas le temps pour les questions. Alors, cette gamme, comment tu l'as pensée? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gamme en tant que telle? Bah oui, en plus, je crois qu'on a quelques questions du type quelle est la taille idéale d'un plan tactile? Et en fait, bah, la réponse, ça dépend du sujet. En fait, si on est sur des sujets très simples, un étage avec une distribution de bureaux, bon, ça, on peut fonctionner sur des formats qui sont en 60-40. Si on parle de très très grands sites industriels, de choses comme ça, on va étendre le sujet sur plutôt 1,50 m. Mais voilà, le range va être de 60 cm à 150 cm de long, sachant que la zone de prévention, on va essayer de la limiter à 60 pour des raisons, alors là, purement ergonomiques. Toucher quelque chose au-delà de 60 cm, c'est un peu compliqué. Donc, ces différents usages, ben, on les a traduits par des tailles, en prenant des exemples simples pour tout le monde, de la taille S à la taille XL. Tu as sur la slide d'après une petite idée de ce qu'on peut dire. Donc en S, plutôt plan d'étage. En plan M, bah, on parle plutôt d'un bâtiment qui fait moins de 1000 mètres carrés et un plan qu'on va situer pas très loin de l'accueil. Sur un plan L, bah, on va parler sans doute d'un bâtiment un peu plus grand. Et puis XL, là, on va plutôt avoir en tête des grands sites, là où il y a plusieurs bâtiments, des choses sur lesquelles on a vraiment besoin. Cette fois-ci, non pas seulement d'une expression de relief de quelques millimètres, mais vraiment de petites maquettes, de modèles qui permettent de s'orienter sur un site. Et du coup, je vais me permettre de revenir là. Moi, ce que je vois à l'écran, c'est que en fonction des tailles, il y a des supports qui sont différents. Ça veut dire que tu as pensé aujourd'hui dans la gamme le fait que ça puisse être un mobilier et un produit qu'on pose au sol, mais également, dans certains cas, un plan qu'on va fixer sur le mur, parce que je pense aux sorties d'ascenseur, on n'a pas forcément un couloir très large pour pouvoir mettre un mobilier. Bah, exactement. Il y a beaucoup de personnes, je suis sûr, dans le chat qui gèrent des sites. Et le problème des sites, c'est de gérer les flux de personnes. Donc, en sortie d'ascenseur, à certains endroits, on est assez, enfin, on peut pas avoir un plan sur table. Donc, auquel cas, on va inverser les degrés, faire un 20 degrés, mais cette fois-ci plus haut, et pouvoir avoir un plan qui est beaucoup plus compact. Donc, ces plans-là, ont découvert debout, sur mur. Évidemment, on va quand même les restreindre à une certaine taille, puisqu'on va pas pouvoir exprimer des maquettes de cette manière-là, par exemple. Donc, cette gamme murale est limitée dans sa taille. Et ensuite, on devra forcément basculer sur table. Les tables, là, sont en effet standardisées. Donc, c'est le mobilier qu'on propose de base. Il est standardisé pour mille et une raisons. La première, c'est que tout ça passe sur palette, qu'on peut le monter et le démonter facilement. Et que du coup, voilà, c'est un mobilier qui est assez pratique pour nous pour tirer tous les câbles électriques, tout ce qui est nécessaire. Tout a été intégré dès la conception. On a aussi des petites options pour les pieds, pour permettre de l'enficher dans le sol, le mettre sur roulette, parce que ça aussi, c'est une demande qu'on entend régulièrement. Je veux bien avoir un plan à cet endroit-là, mais des fois, j'ai des événements où il y a beaucoup de monde qui arrive dans le bâtiment, je voudrais pouvoir le pousser. Donc ça, on a une option roulette aussi. Et puis, je crois que j'ai fait le tour, Martin. Ouais, donc il y a pas mal d'options, pas mal de possibilités. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un plan tactile, ça fonctionne tout seul? En gros, j'ai un bâtiment, je mets un plan tactile et puis c'est réglé? Ou est-ce que il y a une logique de continuité de la chaîne du déplacement? Alors, ma question, évidemment, est orientée. Elle est Mais très orientée, Martin, et je vais même te laisser répondre parce que nous, on est très très concentré sur les plans parce que on a une base de designer graphique, etc.
On est conscient évidemment de l'environnement, hein, on en parle depuis tout à l'heure, mais les gros spécialistes de la chaîne de déplacement, je pense Martin, c'est chez Okinea, vous avez tout un set de solutions qui est vraiment Au-delà qui entoure tout ce plan. C'est pas orienté, c'est pas qu'un plan, c'est une signalétique, c'est du Oui, bien sûr. podotactile, Dans tous les c'est tout cas, ça. le plan tactile, il s'intègre dans le système d'information de signalétique. Donc, évidemment, il vient compléter un système dans son ensemble et je pourrais vous parler de l'ensemble de la signalétique multisensorielle, du podotactile et autres, mais dans un autre moment, car là, on parle 6 points. Non, ma question, c'était plutôt quand tu as un plan à l'accueil sur mobilier, comment tu répercutes l'information. En fait, tu vas donner une information qui est très macro sur un gros bâtiment. Je pensais tout à l'heure, tu parlais des campus. Bah, peut-être que je vais avoir un plan XL du campus avec une maquette, avec vraiment quelque chose d'assez macro. Et après, j'ai l'impression que, comme dans un système d'information de signalétique, plus je vais avancer vers des destinations type des salles, prendre un ascenseur, etc., plus je vais répercuter mon système d'information, mais avec quelque chose d'un peu plus petit. Donc, globalement, un campus, on imagine bien le côté grande table XL avec la maquette au début. Et puis, plus on approche de la destination et plus on va retrouver et redescendre dans les gammes en termes de taille, donc L, M, S, jusqu'à la plaque de porte avec du braille de relief qui va permettre de vraiment pointer la signalétique de porte. Ah ouais, c'est exactement ça. Et ce tri d'informations-là, bah, on a un canevas déjà prévu, puisqu'on on a tellement traité qu'on sait évidemment qu'on arrive à l'accueil 9 fois sur 10, on sait de quoi ont besoin les gens. Au passage d'ailleurs, on aura tendance, nous, à les classer par ordre d'importance de fréquentation, en fait. Hein. C'est aussi des petits réflexes comme ça qu'on peut avoir pour améliorer l'ergonomie des plans. Ton premier service qui est indiqué sur le plan doit être celui qui attire évidemment et draine le plus grand nombre de personnes, mais pas forcément un classement alphabétique ou par ordre d'importance stratégique. Enfin voilà, c'est pas forcément la communication là, qui va, c'est plutôt les usagers. Donc c'est ce qu'on appelle, tu vas être orienté utilisateur en design. Tu Ouais, orientes ton sujet en fonction de l'importance que ça a pour eux, non pas pour toi. ça, c'est quelque chose d'important parce que très souvent, quand on fait du tactile, vu que c'est un élément qui vient valoriser aussi l'investissement en termes d'accessibilité, parce que c'est physique, l'accessibilité, ça se voit pas toujours. Et là, pour une fois, on a un bel objet à présenter. Donc, euh, bah, c'est une manière de valoriser ce qui est fait au-delà de la réponse qu'on apporte à l'utilisateur qui est essentielle. Pour un établissement, c'est une manière de montrer bah, qu'on a fait quelque chose et que c'est quelque chose de beau. L'accessibilité, parfois, ça peut être reproché, que ce soit pas toujours très joli quand on met une bande de guidage en caoutchouc sur du marbre ou ce genre de choses. Et donc, assez souvent, vu que c'est joli et que c'est un objet au niveau des accueils, on se retrouve à discuter avec la com. Et parfois, la compréhension du besoin usager peut venir en confrontation avec la volonté d'affichage. Pour le dire différemment, le premier truc à afficher sur un plan tactile dans un bâtiment, c'est les toilettes, parce qu'en fait, c'est l'endroit le plus recherché dans un bâtiment. Et donc, bah, comment on arrive à faire à la fois diffuser l'information des services essentiels, c'est ce qu'on dit en signalétique, donc sanitaire, ascenseur, sortie de secours, dans un objet design et qui permettent de valoriser le bâtiment. C'est tout le défi qu'on a tenté de relever ensemble en créant cette gamme 6 points. Un livre blanc à la fin du webinaire vous sera remis et qui reprend évidemment plus en détail les gammes et, et l'essentiel de ce qu'on vient de se dire. Il est 11h39 et donc nous allons vers 40 pour le temps de questions-réponses. On croirait un vrai animateur télé et pourtant, c'est la première fois. Bravo Martin, tu tiens le timing. Voilà. On a en partie répondu à quelques questions déjà, mais je pense que on peut les reprendre peut-être dans l'ordre. Pour un non-voyant, est-ce que les plans sont identifiables avec la téléco? Merci, des petits pouces levés. Alors, effectivement, les questions ont été reprises dans l'onglet nécessaire, donc je vais les lire et puis les reprendre.
Alors, la première question, je vais lire dans l'ordre, du coup, ça démarre. Ah ben non, je vais reprendre par en bas, en fait, ça sera peut-être plus simple. Allez. Quelles sont les dimensions idéales pour un plan tactile et doit-on incliner le plan pour permettre un meilleur confort de lecture du braille? La hauteur d'installation du plan tactile est-elle définie par une norme? Voilà 3 questions Alors, ouais, auxquelles je te laisse répondre, Philippe, si tu veux. on y a en partie répondu indirectement par une norme, puisque en fait, on a des niveaux de préhension qui ont été établis par la loi. Donc oui, on est dans ce range-là, donc on a bien fait attention à respecter la norme de préhension, qui est par exemple celle des boutons d'ascenseur, en l'occurrence. Et après, les dimensions idéales vont varier en fonction des sujets, sachant que nous, la dimension idéale se mesure chez nous. Alors attention, Martin, attention tout le monde, c'est l'empan. Donc c'est l'empan, c'est une très vieille mesure moyenâgeuse qui est en fait l'espacement maximal de tes mains. Et donc, chez nous, on va considérer, OK, un plan en 3 empans. Donc, un 3 empans, c'est à peu près 80 centimètres. C'est comme ça que nous, on va gérer, en fait, le niveau de complexité du site par rapport au nombre de mains que tu vas pouvoir poser dessus. Donc, pour faire plus simple, de 60 centimètres à 150 centimètres en fonction de la complexité des sites. Très bien. Et l'autre question, c'était sur le braille. Est-ce que les plans sont inclinés? Et donc ça, je peux y répondre. Dans l'usage, effectivement, tout ce travail a été fait pour réussir à avoir une inclinaison et ne pas venir se casser le poignet quand on va lire le plan. Donc, vous avez des conforts d'usage et donc les plans sont inclinés de 15 à 25 degrés, ce qui va permettre d'avoir une bonne compréhension. Qu'est-ce qu'un plan performant, nous demande Claude. Qu'est-ce que c'est un plan performant? Je crois qu'on a essayé Ouais. d'y répondre pendant ces 40 minutes. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'un plan performant, ce n'est pas un plan où on a écrit tout ce qu'on avait besoin de dire ou envie de dire, mais c'est plutôt celui qui va permettre qu'on ne se pose pas la question de comment il a été fait, réalisé, qu'il soit dans le sens de lecture du bâtiment. Ça, c'est quelque chose que je retiens et qu'on doit tous retenir, c'est qu'on installe les plans dans le sens de lecture du bâtiment et dans le sens de cheminement, et évidemment, qui viennent nous donner les informations essentielles au bon fonctionnement du bâtiment. Ouais. J'ajouterais juste que c'est en effet du coup un plan qui est le plus sur lequel on a le plus d'affordance, qui est un mot technique mais qui ne veut pas, enfin qui est très simple à résumer. Quand j'ai besoin d'un plan, je suis un primo-visiteur. C'est la première fois que je viens dans le bâtiment, sinon le bâtiment je le connais, je n'ai plus besoin du plan. Auquel cas, l'info doit vraiment être la plus limpide possible. Donc pour moi, la performance, elle se mesure entièrement à je viens pour la première fois, je comprends immédiatement le plan. Et c'est là-dessus qu'on a le plus travaillé. Très bien. Existe-t-il des recommandations spécifiques pour l'intégration des plans tactiles dans des espaces en extérieur soumis aux intempéries? À part construire une cabane autour. Ouais, en fait, en fait, tu as pas tort, parce que le point le plus délicat peut être un soleil extrêmement fort. Tu vois, il n'y a pas de matériau qui reste froid. Ben, ça n'existe pas. On m'a souvent demandé, vous pouvez mettre un matériau qui reste froid au soleil. Bon, il n'en existe pas. Là, c'est même la façade de ta maison, elle est brûlante si elle a pris le soleil toute la journée. Donc, la recommandation que j'aurais, c'est plutôt de privilégier l'ombrage. Enfin, voilà, avoir des choses qui sont pas au soleil direct, parce qu'il sera brûlant, comme la carrosserie de votre voiture quand vous la laissez en plein soleil toute la journée. Hormis ça, nous on a conçu donc le HPL tient extrêmement bien une variation de température qui est de plus 110 degrés à moins 40. Donc bon, pour la France, ça ira. Si on a et oui, ça se lave facilement à l'éponge, etc. Donc oui, pas de problème pour mettre en intérieur ou extérieur, si possible à l'ombre. Sekou Ouattara qui nous demande: est-ce que c'est possible de suivre une formation en ligne avec vous afin de se construire une base en accessibilité? Je suis au Burkina Faso. Écoutez, j'espère que déjà toute l'information qu'on vous a donnée là vous intéressera. Et évidemment, vous pouvez nous contacter par la suite en message privé, Philippe et moi ou l'équipe, et on se fera une joie d'aller plus loin avec vous. Comment savoir où trouver des plans tactiles, travailler avec les acteurs de la communication?
Tiens, alors ça, c'est intéressant. C'est la base de données des plans tactiles et même plus généralement, est-ce qu'il y a une base qui existe autour des œuvres de Tactile Studio? Parce qu'on sait que vous êtes très présent dans la médiation culturelle. Et les musées ou les lieux qui ont fait appel à vous, est-ce qu'il y a une base qui existe pour pouvoir donner l'information? Là, en l'occurrence, c'est Point de vue sur la ville, donc association de personnes déficientes visuelles, qui, je suis sûr, seraient très intéressées pour savoir où vous touchez. Alors, il y a, moi, je sais qu'il y a une base de données, je sais qu'il y a une association qui a travaillé là-dessus il y a quelques années, et donc qui a recensé tous les lieux. Alors, malheureusement, c'est plutôt les lieux culturels, hein. C'est pas, enfin, Bien là, sûr. c'est des plans tactiles, mais pour des lieux culturels. Donc, ce travail a en partie été fait. Et voilà, malheureusement, je me rappelle plus le nom du site. Je peux pas vous donner l'adresse tout de suite, mais si Alors, je peux vous envoyer un mail après j'ai une info en off. Je vous le dis, le chat, ça sera notre petite confidence, mais Philippe est peut-être pas au courant, mais on est en train d'essayer de concaténer l'information de où Tactile Studio a des belles choses à voir et on va bientôt vous la délivrer. On fera passer le message. Ne t'inquiète pas, Philippe. Je crois que Alexandra et Agnès sont sur le coup, donc on pourra faire passer le message à PVV et autres là-dessus parce que je trouve que c'est une info hyper intéressante. Y a-t-il des solutions adaptées aux bâtiments classés ou patrimoniaux pour une intégration discrète et respectueuse du cadre architectural? Alors, pareil, je me permets de répondre. Oui, évidemment. Et évidemment que ça fait partie, je pense, des grands enjeux. C'est comment on ne vient pas annihiler la qualité architecturale d'un bâtiment tout en répondant à l'objectif premier de bien orienter. Il faut savoir que nous, on a créé cette gamme avec Tactile parce qu'il y a besoin de standardiser. Donc, vous l'avez bien compris, pour la mise à l'échelle de l'accessibilité, c'est intéressant d'avoir des redondances pour créer des normes d'usage. Donc, quand on crée une gamme, eh ben, on crée un mobilier, etc. C'est ce qui permet aussi d'être abordable. Mais évidemment, le métier de Tactile, c'est quotidiennement de faire du sur-mesure. Depuis leurs ateliers de Nantes, il y a de nombreuses personnes qui travaillent à venir s'intégrer. Donc, pour la petite histoire, Tactile Studio, le musée du Louvre, la galerie Tactile CE, quand Pompidou ferme ses portes, la maquette qui est créée CE, quand vous êtes à New York, à la National Public Library, c'est Tactile qui est derrière tout ça. Et donc, évidemment, Philippe et ses équipes sont quotidiennement intégrés dans des bâtiments plus prestigieux les uns que les autres, où ils viennent apporter une réponse sur mesure. Donc, ça ne sera peut-être pas la gamme 6 points qui répondra parfaitement à vos critères, mais le savoir-faire tactile, c'est bien de faire du sur-mesure. La longueur des pieds peut-elle être détectée par le rayon de balayage de la canne de locomotion pour ne pas constituer un obstacle, sachant que la hauteur de détection ne dépasse pas la hanche de l'utilisateur de la canne? C'est très technique ça et c'est une bonne question. Alors oui, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la table a cette forme un peu particulière sur le côté. Donc c'est un petit voilà, un petit compas un peu ouvert. C'est justement pour avoir des pieds qui dépassent très légèrement le plan lui-même, ce qui permet du coup d'être détecté à la canne. Alors on espère quand même que les lieux aussi seront déployés du podotactile pour indiquer, enfin, je pense que c'est pas seulement une téléco qui permettrait d'y arriver, mais si possible aussi du podotactile, ce qui peut aussi permettre de signaler qu'il y a un objet intéressant à toucher à cet endroit-là. Donc j'espère que ça viendra en complément aussi d'un Alors, déploiement de podotactile. Mais en tout cas, le mobilier lui-même, s'il est pris indépendamment, on y a en effet pensé. le mobilier, évidemment, donc on a travaillé autour de la bague de détection, et donc ça correspond. La balise sonore permet le repérage. Évidemment, on peut compléter avec du plan tactile. Et je vais reprendre les propos d'Eric Alexandre dans le chat, qui ne sont pas arrivés en question, mais directement dans le chat. C'est que, évidemment, la question du positionnement des mobiliers d'accueil, des plans tactiles et tout ça est essentielle. Et donc, la manière dont on le positionne et l'environnement qui va constituer la mise en œuvre va permettre d'avoir quelque chose d'optimal. En tout cas, nous, on est très vigilants
dans les déploiements à s'assurer que ça soit bien repérable et que ça ne vienne pas créer d'obstacles. Donc évidemment, là-dessus, on travaille et sur le produit, la structure et sur son implantation. Quel est l'impact des plans tactiles sur la réduction du stress des visiteurs dans un cadre hospitalier? Est-ce que nous avons des études là-dessus? Alors, pas précisément sur le secteur hospitalier, mais on a des études d'impact sur dans d'autres secteurs et en fait, il y a un taux de réassurance, enfin, il y a un taux de en fait, dès le moment où on sait à peu près comment le site est structuré, en fait, on a une fatigue mentale inférieure, on est plus serein. Donc c'est plutôt de cet ordre-là. On n'a pas mesuré littéralement le stress, et encore moins dans le milieu hospitalier, mais bon, après, ça viendra sans doute, hein. Nous, Yes. on est toujours, on a aujourd'hui encore une chercheuse pour encore 1 an et demi qui va continuer à faire du shadowing. Donc, dès qu'on a un peu plus de contenu à aller tester en milieu hospitalier, et on a un projet avec l'hôpital des 15-20, on pourra aller observer et continuer, nous, de notre côté, à mesurer l'impact de ces plans. J'avance, Philippe, parce qu'on a encore Ouais. question. Combien de RP en France ne disposent pas de vos plans tactiles? Merci, Claude, pour cette question. Ouais. Beaucoup trop, j'ai envie de répondre. Beaucoup trop. Et donc, on espère que ce webinaire va permettre de remédier à tout ça. Le plan existe-t-il en version rétroéclairée? Est-ce que c'est possible d'avoir une option rétroéclairage? Alors, c'est techniquement possible. Maintenant, on a un peu de souci à le faire parce qu'il y a une partie des malvoyants qui sont très gênés par le rétroéclairage. Donc c'est là, encore une fois, où on doit trouver le meilleur dénominateur commun entre tous les publics. Parfois, c'est super apprécié, parfois ici, c'est très gênant. Donc, on a préféré ne pas le proposer en version rétroéclairée. Donc, ce n'est pas intégré, Standard. c'est standard, mais c'est possible. Et évidemment, tout ça, c'est des questions d'intégration. La difficulté, c'est à mon avis de trouver ce plan tactile. Quelle communication mettre en avant? Aide d'une tierce personne. Patricia Potter. Donc, évidemment, ça, c'est Potier. Potier, pardon, excuse-moi. Même moi, il a vu que ça commence à... Excusez-moi, Patricia, je suis comme Philippe, je suis concerné. En fait, c'est pour ça qu'on intègre la balise sonore, parce que évidemment, un plan tactile qui ne serait pas repérable avec la télécommande normalisée, du coup, est compliqué à adresser à une personne déficiente visuelle. Donc, oui, c'est important que ce soit repérable avec la balise sonore. C'est pour ça qu'on l'a intégré en standard, et c'est pas anodin de standardiser ça. Évidemment, tout ce qui va être objet de communication autour, pas forcément adressé aux personnes déficientes visuelles. Quand on fait quelque chose pour une personne déficiente visuelle, on a toujours peur de communiquer en visuel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, il y a la personne qu'on va toucher, mais il y a aussi son environnement. Et donc, le fait de pouvoir exprimer à travers des affiches, à travers des éléments de communication standard qu'il y a un plan tactile et qu'on peut accéder à l'information, c'est essentiel. On pense notamment aux grands bâtiments, parce que le plan tactile à l'accueil d'un immeuble de bureau, on voit bien comment on va réussir à capter les gens. Mais quand on est dans des campus ou des choses comme ça, c'est important de communiquer. Et quand on fait des choses dans l'accessibilité, le grand oublié, généralement, c'est de le faire savoir. Donc, merci pour cette question. Évidemment, il y a besoin de communiquer et il y a beaucoup de choses à faire, d'autant que là, c'est quand même quelque chose de joli, donc ça donne envie. Combien d'espace... Pardon. Tout petit complément, Martin. Je vois aide d'une tierce personne. Donc nous, ce qu'on suggère souvent, c'est d'avoir un plan qui est quand même assez proche d'un bureau d'accueil, s'il est là, enfin d'un desk d'accueil où il y a une personne, en essayant vraiment d'expliquer aux clients que ce plan-là, il peut être aussi une super aide pour, voilà, je suis nouveau visiteur, pas non-voyant, et pour autant, on va nous donner une explication devant un plan, ce qui est un taux de réussite de la suite du trajet qui est stratosphériquement meilleur qu'une indication orale. Seulement si je dis tournez à droite, un peu à gauche, un peu là, si je fais la même chose, l'oralité, en présentant un plan à l'espace d'accueil, j'ai une bien meilleure réussite dans le trajet. Merci. Claude qui nous demande combien d'espace naturel dans des... Mais Claude, je pense que c'est en fait Ricardo ou un commercial qui s'est déguisé. Non, je plaisante. Et évidemment, on en manque. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Espace naturel, parcs nationaux,
tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, on a de la capacité de prod. Existe-t-il des versions temporaires, modulables ou adaptées à des événements ponctuels? Et je rajoute la question d'en dessous qui était, peut-on déplacer les plans 6 points? Est-ce que la méthode de pause est modulaire? Est-ce qu'on peut changer les plans? Est-ce que ça se maintient? Toutes les questions, j'imagine, autour de l'entretien et de comment tout ça, ça vit. Alors, on ne peut pas le déplacer bien. Alors, le gros problème, c'est vous a dit ici, c'est le principal élément le plus en relief du plan, c'est celui sur lequel on va, nous, travailler tous les reliefs pour qu'on n'ait pas un seul doute sur ce que vous êtes ici, puisque c'est la première question que les gens se posent en regardant un plan. Donc, le déplacer, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, puisqu'évidemment, vous êtes ici ne peut pas suivre. Par contre, on a pensé les plans et les mobiliers pour que ce soit le plus facilement changeable possible. Une fois qu'on a cette structure-là et qu'on sait où, voilà, que c'est pas du sur-mesure, justement, cette partie-là, qui a un boîtier technique derrière qui est parfaitement connu de nous, eh bien, on peut faire une mise à jour du plan qui est vraiment, cette fois-ci, extrêmement peu onéreuse. Est-ce que les plans tactiles peuvent être utilisés comme support de communication pour mettre en avant les dispositifs d'accessibilité disponibles? Est-ce que c'est un support de com, un plan tactile? Alors moi, j'aurais tendance à pas mélanger les sujets sur un plan on oriente, et parce que, comme Martin le disait, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de savoir où sont les ascenseurs, comment j'achète un billet si je suis dans un lieu payant, par où je passe. Donc, c'est une telle nécessité d'efficacité que tout ce qui vient en plus du discours vient en fait un peu du coup noyer l'essentiel du message. Donc, j'aurais pas tendance à mélanger communication et orientation. Quand on oriente, on oriente. Super. Je suis assez d'accord. Je pense que on peut tout à fait prévoir de la communication sur les éléments d'accessibilité en annexe ou à d'autres endroits de l'accueil avec d'autres dispositifs, mais de pas tout mélanger pour éviter les incompréhensions. Existe-t-il des solutions adaptées aux espaces de coworking avec des bureaux, des aménagements qui changent fréquemment? Alors ça, on va plutôt du coup privilégier le message audio, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer un canevas tactile qui est à peu près l'organisation de l'espace, la segmentation de l'espace. Ici, j'ai un grand bureau, ici, j'ai quelque chose. Et puis le contenu des bureaux lui-même, là, on va peut-être par exemple sur la légende dire A, B ou C, ou salle machin, salle truc. Et le contenu de ce bureau, bah, cette fois-ci, on va plutôt passer l'information sur l'audio. Le bureau de la start-up Okinea, par exemple, qui est en haut à droite du plan. Et cette fois-ci, ce sera beaucoup plus facilement mis à jour par les systèmes, par Bluetooth. Hein, je pense, Martin, ça fonctionne. C'est exactement tout ce qui est audio se paramètre à souhait en Bluetooth. Et en fait, justement, souvent, dans le fait de ne pas mélanger, il ne faut pas penser que le plan est un système d'information de signalétique totale. En fait, lui, il va donner une information infra et l'infrastructure, elle ne bouge pas. Là où sont les sanitaires, là où sont les accès, là où sont les ascenseurs, là où sont les bureaux, ça ne va pas forcément bouger. Et s'il y a des cloisons modulables, eh ben, ça s'intègre au moment de la conception pour bien flécher l'infra et évidemment venir moduler ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de toute façon, dans un cheminement, une personne déficiente visuelle ne va pas prendre l'information sur un plan et puis la retenir jusqu'à un bureau au 6e étage d'un coworking qui bouge toutes les semaines. Et donc, le plan, il va vraiment servir à avoir la carte mentale. Et après, à l'intérieur, c'est d'autres solutions qui vont permettre de donner de l'information. Évidemment, une des solutions, nous, qu'on pousse parce que c'est la plus fonctionnelle et la plus simple à maintenir et à déployer, c'est des solutions comme Evelity, qui est une application de guidage indoor qui va permettre de prendre le relais d'un plan tactile et de venir guider pas à pas l'usager en adaptant l'information à son besoin. Donc ça, on pourra évidemment vous en parler si vous avez des besoins de signalétique et d'adaptation avec une modification permanente. Comment démontrer la valeur ajoutée d'un tel dispositif en termes d'accueil et d'accessibilité à ma direction? Bah déjà la science. Nous, on a des études précises sur enfin, il est très rare qu'il y ait des études sur 1500 visiteurs observés, hein, par exemple. Moi, j'en connais pas. On est les premiers à en avoir fait une sur une cohorte aussi massive, et les gains, ils sont très concrets. Enfin, je veux dire, c'est un laboratoire de recherche français qui les a fait. Hein. C'est pas une étude de complaisance ou quoi que ce soit. Hein.
J'ai un laboratoire de recherche qui est venu mesurer et observer en toute objectivité l'efficacité de ce type de dispositif. Donc, c'est peut-être déjà un premier point, c'est pouvoir expliquer à votre direction que c'est un objet qui marche extraordinairement bien. Le second, après, plus dans peut-être une politique plus générale d'accueil des publics c'est un des éléments les plus visibles parce qu'il y a du braille, c'est immédiatement en fait, c'est un objet de communication en un sens qui est vraiment extraordinairement simple et efficace, puisque la présence de braille fait comprendre tout de suite qu'on a pensé au public éloigné ou au public sur lesquels on n'a pas forcément l'habitude, dans un lieu public, d'aider. Si je puis me permettre, je vais compléter et après on va passer aux questions d'après parce qu'il en reste quelques-unes et qu'on a dépassé midi. C'est un gain rapide, ce qu'on appelle un gain rapide en accessibilité. Ça veut dire que c'est un faible coût et un impact réel immédiat. Quand on va mettre un ascenseur, il faut qu'il soit utilisé, ça va coûter très cher, ça va être très complexe. Quand on déploie un plan tactile ou ce genre de choses, c'est des faibles coûts. Les gammes sur des plans murales, ça commence, je crois, à 2500 € ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est faible en termes d'investissement. Et le gain, il est immédiat, il est tout de suite, et c'est physique, visuel. Pour 100% des gens qui passent la porte du bâtiment, ça montre qu'on a fait quelque chose, et au demeurant, ça va servir au public cible. Donc, je pense que c'est assez facile d'aller convaincre la direction. Et si vous voulez, évidemment, on vous accompagne pour ça. Est-ce qu'on peut choisir les couleurs et de quels matériaux sont faits les panneaux? Alors, les couleurs, nous, sur la gamme, elles sont stables, c'est standard. On a créé des standards parce que ça répond à la demande qui nous était faite. Évidemment, il y a plein d'options possibles. On sort de la gamme dans ce cas-là et on prend en compte vos desiderata. Donc après, il faut voir à quel point la demande, elle est très spécifique et comment on y répond. Mais évidemment, le sur-mesure, c'est le métier de tactile. Ça sortira peut-être de la gamme de 6 points. Attends, Martin, juste, je me permets de compléter. Oui, enfin, l'ergonomie générale, si possible, on va essayer de pas y toucher parce qu'elle a été multi-testée, que voilà, une légende c'est à gauche, un titre c'est en haut, etc. Sur les couleurs, on va vous laisser beaucoup plus choisir. Nous, on a proposé des gammes là spontanément qui nous semblaient assez homogènes, mais chaque lieu a son identité et choisir une couleur, c'est pas. Quand on choisit une couleur, le projet est terminé. C'est souvent ce que j'explique, Martin. Donc, pas de souci sur les couleurs. Sur le matériau, oui, il est, enfin, c'est du, comment on va expliquer, c'est du HPL, ça veut dire que c'est un papier qui est pressé extrêmement fort et qui est ensuite sur lequel on ajoute une résine, qui est une base qui est extrêmement solide et qui est garantie, je crois, 20 ans. Donc, le matériau lui-même, oui, est extrêmement pérenne. Merci Philippe sur le matériau. Est-ce qu'on peut le numéroter dans la déambulation? J'ai pas trop saisi la question. Je sais pas si toi ça te parle. Et on va aller sur la dernière question. Est-ce qu'un plan bis en Zitex, donc un matériau, j'imagine, différent, à disposition près du plan fixe ne serait pas utile afin que les utilisateurs puissent le consulter au gré de leur déplacement dans le ou les bâtiments? Donc ça, c'est en gros, est-ce que je crée un deuxième plan que je puisse emporter, amener avec moi quand je me déplace dans le bâtiment? Je crois que... Alors, oui. Enfin oui, alors dans ce cas-là, c'est des petits ajouts, c'est des petites choses qui sont vraiment sympas. Je pense aussi à proposer peut-être en ligne, par exemple, si vous voulez, enfin une personne non-voyante va préparer un passage, c'est l'évidence. Donc si les sites internet des institutions mettent à disposition des plans qui sont cette fois-ci conçus pour une impression en Zitex, donc en thermogonflage, ouais, c'est vraiment génial. Nous on le propose assez souvent. Il faut juste qu'on retravaille de notre côté un peu le plan qui s'exprime sur 120 cm pour quelque chose qui fonctionne dans un A4 ou un A3, donc il y a une petite, de notre côté, un petit surcoût de conception pour les mettre en ligne, mais c'est des sujets sur lesquels, en effet, c'est assez pertinent. J'avais une dernière question, Martin, et après je crois on les a toutes écoutées. Attends, une idée du nombre d'utilisateurs journaliers d'un plan tactile quand il est installé? Alors oui, on le sait depuis qu'on a fait le Château des Ducs, enfin une observation au Château des Ducs de Bretagne sur un plan qui était placé et en fait on capte environ 40% du flux des visiteurs. 40% par rapport à votre audience
d'un bâtiment, voilà. Dans ce cadre-là, qui était aussi beaucoup de primo-visiteurs, beaucoup de gens qui arrivaient là pour la première fois, bah, ça aspirait à quasiment la moitié du flux, entre un tiers et la moitié du flux. Super, eh ben, je crois qu'on va clôturer là-dessus. Alors, sur la dernière slide, vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher si vous avez besoin de nous contacter pour un projet, une question, si vous voulez poursuivre l'échange, on est à disposition avec Philippe et puis les équipes, évidemment, d'Okinéa sont à disposition et vont se faire une joie de répondre à ça. Évidemment, si vous avez des projets autour du tactile, autour de l'adaptation d'œuvres d'architecture qui vont au-delà de la gamme 6 points, Tactile Studio est là pour ça et se fera une joie de vous répondre. N'hésitez pas, on espère que le format vous a plu, qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous allez recevoir le replay du webinaire en vidéo. Vous allez évidemment avoir toutes les infos sur le livre blanc et puis on se tient à votre disposition sur nos mails respectifs, nos réseaux sociaux et on espère vous croiser très vite autour d'un plan tactile. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe, Martin. Et bravo, parce que honnêtement, je suis incroyablement surpris de l'activité sur le chat et les questions. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que merci beaucoup. Bientôt. À très bientôt. À très bientôt.